Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. Voici le sommaire de cette édition. Un match nul qui entretient l'espoir. L'ASM FC n'a pas réussi hier à prendre le dessus sur le PSV Eindhoven dans son match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les deux équipes se sont quittées sur le score d'un partout. Les beaux chiffres du tourisme au mois de juillet ont été enregistrés à Monaco, des taux de fréquentation qui vont même au-delà de ceux de 2019 qui faisaient déjà référence. Nous serons avec la directrice adjointe du tourisme et des congrès, Sandrine Camia, pour dresser un bilan d'étape estivale. Comment s'opèrent les contrôles de la qualité des eaux de baignade? L'eau est-elle propre actuellement et qu'en est-il de l'air? Toutes les réponses à ces questions dans cette édition avec une immersion auprès des équipes qui effectuent les prélèvements d'eau notamment et toutes les explications du directeur de l'environnement Valérie Davenet. C'est une vieille enseigne de Monaco, malgré les modes qui passent, les tendances qui changent, elle a toujours ses fidèles. Nous vous raconterons l'histoire riche de la boutique de fil en aiguille. Mais débutons ce journal avec le retour du football, la reprise pour les footballeurs monégasques. Ils disputaient hier soir au Stade Louis II le match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Longtemps menés au score, ils ont égalisé en fin de rencontre pour décrocher un match nul un partout. Notre spécialiste foot nous rejoint. Bonsoir Frédéric Elion, que pensez de ce résultat? Frédéric, est-ce que c'est un bon résultat pour la SMFC? Bonsoir Patricia, un bon résultat, pas vraiment puisque l'objectif était bien sûr de gagner ce match aller à domicile, mais ce n'est pas un mauvais résultat non plus car ce score de 1 partout permet aux Monégasques de croire encore à cette qualification pour les barrages. Hier soir, Monaco a montré deux visages avec une première mi-temps assez moyenne. L'ASM aurait pu bénéficier d'un penalty pour une main de Thésée dans la surface sur une frappe de Fofana, puis s'est fait piéger quelques minutes plus tard à la 37e avec l'ouverture du score de Vermaelen sur la seule occasion néerlandaise des 45 premières minutes. En deuxième période, Monaco a livré une bien meilleure prestation, s'est créé beaucoup plus d'occasions. Minamino, Ben Yedder et Voland ont manqué de précision dans le dernier geste. Et c'est finalement Disasi, le défenseur central, qui a logiquement égalisé sur coup de pied arrêté à la 80e. Monaco a beaucoup mieux fini physiquement et aurait même pu l'emporter en fin de match, Patricia. Mais la tête de Fofana a heurté le poteau. Bref, tout reste ouvert avant le match retour mardi prochain. On ne peut pas avoir des regrets parce que les joueurs ils ont donné tous. La mentalité était vraiment bien. Le premier mi-temps, c'était fermé. C'était difficile de trouver beaucoup des occasions. Nous avons poussé plus le premier mi-temps, mais le premier bonne action de PSV, c'était directement but. Le deuxième mi-temps, nous avons dominé tout le temps avec beaucoup de pression, avec des bonnes occasions aussi. Et ouais, un petit peu malchance avec ce ballon sur le poteau, parce que pour moi, quand ils étaient une équipe qui méritait de gagner ce match, c'était nous. On reste dans la course pour la qualification. Et voilà, aujourd'hui, c'est moi qui marque. Mais bon, on a vu qu'on a eu pas mal de situations. Et je suis confiant pour la suite parce qu'on a un groupe de qualité. Je pense que l'équipe qui fera le moins d'erreurs et qui sera la plus concentrée et qui sera la plus audacieuse aussi passera ce tour. Voilà, je pense que ce soir on a vu deux belles équipes et c'est de bon augure pour le match retour. On vient d'écouter Axel Disasi. Quels sont les motifs d'espoir, Frédéric? Car le retour s'annonce quand même compliqué aux Pays-Bas. Hein. Alors oui, ce ne sera pas un match facile puisque le PSV va être poussé par son public. C'est une équipe très difficile à jouer chez elle et elle présentera sans doute un visage plus offensif qu'hier soir. Mais Monaco a bien sûr les armes pour se qualifier pour les barrages, on l'a déjà dit. L'ASM a beaucoup mieux fini physiquement la rencontre mardi soir, le fruit d'une préparation débutée très tôt et très intense. Les joueurs de Philippe Clément se sont aussi créés beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Il faudra être réaliste et efficace, surtout mardi prochain.
Monaco a aussi des solutions sur le banc. Mbolo et Diop notamment ont fait une entrée très intéressante hier et Philippe Clément a donc plusieurs options pour composer son 11. Les statistiques plaident aussi en faveur des Monégasques. Depuis 2015, Monaco a participé à 3 reprises au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions et s'est qualifié à chaque fois pour les barrages. Et puis gagner sur la pelouse du PSV, Patricia, les Rouges et Blancs l'ont déjà fait. C'était le 21 octobre dernier, en phase de poule de Ligue Europa. L'ASM s'était imposé 2-1 avec des buts de Diop et Boadou. Ce n'était donc pas il y a si longtemps. Tous les espoirs sont donc permis. Et avant ce match retour, il y aura ce week-end l'ouverture du championnat de Ligue 1. Monaco se déplacera samedi à Strasbourg. On a pu le constater dès le mois dernier, les touristes sont bien de retour et les chiffres de fréquentation le confirment et vont même au-delà des espérances. Nous sommes avec la directrice adjointe du tourisme et des congrès. Bonsoir Sandrine Camia. Bonsoir Patricia. Ce mois de juillet a-t-il été souriant pour le tourisme monégasque? On a vu du monde en tout cas dans les rues de Monaco. Oui, le secteur du tourisme retrouve le sourire. Après 2 ans de pandémie qui ont été particulièrement difficiles pour notre secteur, on enregistre de très bons résultats au mois de juillet avec un taux d'occupation moyen de 76% et un prix moyen chambre qui dépasse les 630 €. C'est 10 points d'occupation de plus que l'année dernière. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'on dépasse largement les résultats de l'année 2019, qui reste une année de référence pour nous. Donc on est revenu à bien avant la crise et même mieux. C'est ça. C'est vraiment une satisfaction après, comme je l'ai dit, 2 années de Covid particulièrement difficiles qui a largement affecté notre secteur. Quelle est l'origine géographique de ces touristes qui ont fait le choix de la destination Monaco? Le top 5 des nationalités est dans cet ordre. Le premier marché, c'est les États-Unis. Le second, c'est la France. Le troisième, c'est la Grande-Bretagne. Le quatrième, l'Italie. Et le cinquième, le Moyen-Orient. On enregistre des progressions spectaculaires sur les marchés anglo-saxons et sur les pays du Golfe Persique. Et pour certains, on enregistre là encore des résultats au-dessus de 2019, donc avant la crise. Et donc c'est le grand retour des Américains. Le manque de la clientèle russe se fait-il tout de même durement ressentir ? La Russie baisse de 70% par rapport à la période avant crise et l'Ukraine de 35%. Mais ces 2 marchés clés ont déjà manqué à la destination depuis 2 ans et la situation ne s'est pas dégradée depuis le début du conflit. Donc nous avons été en capacité en fait de remplacer ces 2 marchés par d'autres, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient. On a parlé du retour des Américains, il y a eu aussi le retour des bateaux de croisière à Monaco. Ça a été un petit plus non négligeable ? Toujours. Les croisières font partie du paysage touristique de la destination et on sait combien il est important, ce type de clientèle est importante pour nos centres attractifs, pour nos commerces. Et la reprise de ce secteur a effectivement été très positive aussi pour l'activité touristique en général. Justement, vous évoquez les centres attractifs et culturels. Ce sont de véritables moteurs pour les visites à Monaco. On sait que le musée océanographique a enregistré d'excellents résultats puisqu'il y a eu un rebond de visitorat de plus de 60% par rapport à l'année dernière. On notera aussi une activité soutenue au Palais Princier qui a rouvert le 1er juillet. La visite des appartements princiers était restée fermée pendant la période du Covid. Et puis, on se félicite aussi d'un visitorat assez important dans le nouveau site de la collection des voitures du souverain qui a été inauguré le 7 juillet dernier. Enfin, j'aimerais parler de la grande exposition estivale du Grimaldi Forum qui est consacrée cette année à l'œuvre et à l'imaginaire de Christian Louboutin. Cette exposition vient de dépasser les 10 000 visiteurs après seulement 2 semaines d'ouverture et donc s'inscrit dans la lignée des très bons résultats des grandes expositions qui ont marqué l'histoire de ce centre culturel depuis plus de 20 ans maintenant. Sandrine Camia, le mois d'août s'annonce-t-il du même acabit ?
Les tendances sont positives, donc on espère continuer à enregistrer des bons résultats et surtout à enregistrer des progressions par rapport à la période avant-crise. À noter toutefois que le mois d'août 2021 avait été un bon cru puisque nous avions déjà dépassé les résultats d'août 2019 l'année dernière. Traditionnellement, la période estivale correspond à une activité quasi inexistante pour ce qui est du tourisme d'affaires. Mais en septembre, là aussi, cela devrait repartir ? Oui, la rentrée s'annonce bonne pour notre secteur du tourisme d'affaires. Elle sera surtout marquée par le retour du Congrès mondial de la réassurance. Mais l'agenda événementiel sera aussi marqué par 2 salons phares qui sont le salon Luxpack et le Monaco Yacht Show. On s'attend aussi à une activité soutenue durant tout l'automne. Les organisateurs de groupes d'affaires continuent à nous faire confiance et on peut expliquer cela probablement par la façon dont ils reconnaissent la qualité de nos infrastructures et le service et l'accompagnement sur mesure que nous leur apportons quand ils viennent organiser leurs événements chez nous. Monaco, une valeur sûre. Merci Sandrine Camia, directrice adjointe du tourisme et des congrès, pour ce bilan d'étape estival. Merci beaucoup Patricia. Sandrine Camia nous le disait, les sites attractifs et culturels de Monaco contribuent eux aussi aux beaux chiffres de la fréquentation touristique. Et d'ailleurs, notez dans vos agendas ces événements à venir. Le musée d'anthropologie préhistorique tout d'abord accueillera le 18 août la Nuit des étoiles de 20h30 à 23h. Vous pourrez observer le ciel, mais découvrir aussi une exposition et assister à des conférences. Une nocturne également pour le nouveau musée national. Ce sera le 11 août de 19h à 21h à la Villa Saubert autour de l'exposition consacrée à Helmut Newton. Cette information qui intéressera tout particulièrement les familles, le mini-golf du parc Princesse Antoinette a rouvert après 8 semaines de travaux. L'ensemble de la surface au sol a été remplacé par un revêtement écologique et recyclable. Au mois d'août, le mini-golf est ouvert de 14h à 19h. Et puis, il y a les adeptes du shopping. Les boutiques resteront bien ouvertes tous les dimanches du mois d'août. L'opération Monaco Sunday Experience est reconduite ce mois-ci. La totalité des boutiques du One Monte Carlo, du Métropole Shopping Center et du Rocher seront ainsi ouvertes, tout comme certaines enseignes du quartier du Boulevard des Moulins, de la Condamine et du Larvoto. C'est l'un de nos biens les plus précieux et indéniablement l'un de nos atouts d'attractivité. La mer qui nous borde offre plusieurs points de baignade très agréables. Et pour s'assurer de la qualité de l'eau, des analyses sont régulièrement effectuées. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont suivi un technicien de la direction de l'environnement. Soucieuse d'offrir un environnement propice aux activités balnéaires, la Principauté contrôle chaque année, de début mai à fin septembre, la qualité des eaux de baignade sur les plages de son littoral. Les analyses d'eau de mer sont réalisées par la direction de l'environnement sur 6 zones de baignade autorisées, faisant ainsi une boucle de 6 km. Je mets à l'eau une sonde qui va nous permettre de récupérer certains paramètres physico-chimiques. Tels que la salinité, l'oxygène dissous, le pH, la température. Ça nous permet aussi d'avoir certains taux de chlorophylle qui aussi nous permettent d'avoir une bonne idée de la qualité de l'eau de baignade. Les différentes procédures et normes utilisées sont conformes au code de la mer. Après une analyse sur site, les échantillons de prélèvement sont ramenés au laboratoire de la direction de l'environnement afin d'obtenir des résultats plus approfondis. Les échantillons partent au laboratoire où on fait des analyses bactériologiques, à savoir les taux de certaines bactéries qui doivent être inférieurs à des normes définies. Et la plupart du temps, enfin 99% du temps, il n'y a aucun problème à Monaco. Ces prélèvements sont effectués à bord d'un canoë à pédales afin d'éviter de gêner les baigneurs et de pouvoir accéder facilement au plus près des rochers et du rivage. Ces analyses ont un caractère obligatoire, c'est le cas également pour la qualité de l'air, sur laquelle veille aussi la direction de l'environnement. Eau et air sont donc sous étroite surveillance. Le directeur de l'environnement est notre deuxième invité. Bonsoir Valérie Davenet. Et bonsoir. On l'a vu dans ce reportage, l'eau de baignade est donc régulièrement contrôlée. Quelle est la fréquence de ces opérations ?
Nous, la direction de l'environnement, nous faisons des prélèvements minimum une fois par semaine. En tout cas, durant la saison balnéaire, c'est ce qui est obligatoire en termes réglementaires. Alors là, on a vu deux zones, le solarium et le larvoto. C'est une zone élargie qui est contrôlée, pas seulement solarium et larvoto. Normalement, la qualité des eaux de baignade doit se faire dans les zones de baignade, c'est-à-dire les zones du littoral qui sont le plus fréquentées par des baigneurs. On a le Monte Carlo Bay, le Méridien. On a des prélèvements sur les deux anses du larvoto, puis solarium et la plage des pêcheurs. Et il y a donc obligation à afficher les résultats, c'est cela? Tous les résultats sont affichés. On a deux types donc on a toute une batterie de tests et d'analyses bactériologiques et physico-chimiques. Ça nous permet déjà de savoir ce qui se passe. Et puis, les prélèvements qui sont faits via les normes AFNOR, dans le respect des normes AFNOR, qui là demandent 48 heures pour avoir les résultats. La transparence de l'eau fait également partie des critères. Les principaux critères, ils sont bactériologiques, puisqu'effectivement, tout ce qui est germes fécaux, les germes fécaux en général, c'est ce qu'on recherche dans les eaux de baignade, peuvent créer des problèmes sanitaires. Mais ils sont complétés par ce qu'on appelle, nous, des critères, des paramètres physico-chimiques, qui sont la transparence, qui sont des résidus flottants, des résidus goudronneux, des phénols, des mousses, parce que tout ça peut donner une indication d'éventuels rejets ou d'éventuels problèmes dans le milieu. Depuis le début de l'été, les feux sont au vert. Sur Monaco, on a beaucoup de cas. La majeure partie des cas sont des baignades de bonne qualité, des eaux de bonne qualité sanitaire. Et à Monaco, vous le savez, toutes les eaux usées sont reprises et sont traitées par l'usine de traitement des eaux, ce qui permet de ne pas avoir de rejet, en tout cas d'origine fécale, transportant des matières fécales sur les lieux de baignade. Et le vaste chantier Maréterra n'a pas eu d'incidence, n'a pas altéré la qualité des eaux de baignade? Il y a eu des contrôles plus fréquents et plus importants pendant toutes les phases de chantier pour vraiment s'assurer que les zones de baignade n'étaient pas impactées. Mais effectivement, il n'y a pas eu de souci. La raison, c'est que le chantier a fait l'objet d'une étude d'incidence sur l'environnement extrêmement importantes et précises qui ont permis de ne pas diffuser des pollutions particulières pendant cette période-là. Valérie Davenet, il y a l'eau et puis il y a l'air. Notre air est-il pur actuellement? Nous, on analyse différents polluants atmosphériques qui sont les polluants traditionnels, ozone, particules fines, oxyde d'azote, oxyde de soufre, qui sont donc les témoins, en tout cas, de la pollution ou pas atmosphérique. Et effectivement, on est soumis à aujourd'hui, vous le voyez dans les résultats qui sont donnés sur le site du gouvernement, à de l'air qui est dégradé ou mauvais, et avec un polluant qui revient plus fréquemment l'été, à des concentrations importantes, qui est l'ozone. Et ce polluant, effectivement, est un polluant secondaire qui est produit de la dégradation par les UV de polluants du trafic routier essentiellement, et qui se retrouve évidemment en concentration plus ou moins importante. Il y a des capteurs un petit peu partout dans Monaco pour procéder à ces repérages, à ces analyses et à ces conclusions? Oui, bien sûr. Nous, on a un réseau qui est homologué sur le même type de réseau que Air Paris ou au sud pour la région PACA. Nous avons aussi déployé des capteurs mobiles. Il y en a 7 ou 8 actuellement sur le bruit et sur la qualité de l'air, qui incrémentent un petit peu l'ensemble de ces données de façon quotidienne. Ça nous permet deux choses importantes, d'avoir des données horaires ou journalières, et puis des données prévisionnelles pour permettre d'alerter la population sur le risque de pollution sur les 2 jours qui arrivent. C'est donc extrêmement précis, notamment sur les pics quotidiens. Là aussi, comme pour l'eau, nous n'avons jamais eu de gros épisodes de pollution de l'air par le passé. À Monaco, à aujourd'hui, on n'a jamais été, en tout cas de mémoire, et en tout cas sur ces
4 dernières années, là, je suis certaine, sur des seuils d'alerte, c'est-à-dire des concentrations qui dépassent ces seuils d'alerte et pour lesquelles on est tenu de prévenir de façon un peu plus importante. Merci Valérie Davenet, directeur de l'environnement, d'avoir répondu à ces questions sur la qualité des eaux de baignade et la qualité de l'air. Merci beaucoup. C'est la plus ancienne boutique de Monaco à être restée au même endroit. Depuis sa création en 1896, de fil en aiguille est devenue une véritable institution. Cette boutique, c'est en fait l'histoire de plusieurs vies, une histoire racontée par Giovanni Di Salvia, son propriétaire, qu'ont rencontré Yannick de Beuvert et Lionel Bernardi. C'est tous les matins le même plaisir pour Giovanni Di Salvia en ouvrant cette porte. De fil en aiguille fait partie de ces lieux iconiques en principauté. Une institution pas comme les autres. 6 mm. Je vais vous l'ouvrir. Ce qui fait la force de cette boutique de 126 ans, c'est justement toute son histoire humaine. Ça va aller? C'est même plus un magasin à l'heure actuelle, je veux dire, c'est une institution ou un lieu de vie ou un lieu de rencontre, parce que j'ai beaucoup de personnes encore ce matin qui viennent pratiquement tous les jours pour parler, des vieilles personnes qui viennent pour parler, prendre un peu, savoir un peu ce qui se passe, et bon, prendre une bobine de fil, prendre de la laine à tricoter, et ils profitent de l'occasion tous les jours de faire leur petite sortie, leur petite balade, quoi, voilà. En 1896, la famille Galliano crée la mercerie du nouveau siècle. Depuis, le 20 et même le 21e siècle sont passés par là et avec eux, quelques personnalités comme la princesse Grace Kelly. Mais les véritables stars de fil en aiguille, ce sont bien celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Le patron est sympa, un magasin comme ça dans une ville, c'est toujours utile. On trouve des boutons, on trouve des pressions, on trouve du fil, de la laine. Des conseils? Oui, beaucoup de conseils. Avant je tricotais, maintenant je ne tricote plus, mais j'ai toujours trouvé la laine qu'il me fallait, les modèles et tout, voilà. La tradition, le reste, maintenant vous allez dans les grandes surfaces, tout ça vous ne le trouvez pas. Il y a des collections, tu vois, par exemple dans les boutons, tu as vraiment des trucs exceptionnels, comme ici du Chanel. Ouais, mais ça, c'est des bijoux, quoi. Au dernier inventaire, Giovanni comptait encore 30 650 références différentes dans son magasin. Une véritable caverne d'Ali Baba. Récemment, avec la crise sanitaire, de nombreux commerces ont dû baisser pavillon, mais forte de son histoire, la mercerie n'a jamais tremblé. Non, j'ai jamais eu de crainte, je me doutais bien que ça allait passer, c'était un mauvais moment à passer. Et puis je me dis, bon, le magasin a survécu à 2 guerres, je sais pas à quoi aussi, donc c'est pas ça qui va le faire écrouler, hein, loin de là, loin de là. À quelques années de la retraite, il sera bientôt l'heure de passer le flambeau pour Giovanni, qui espère désormais léguer ce petit bout d'histoire monégasque à l'un de ses 2 enfants. Voilà la jolie histoire qui se cachait derrière cette boutique. Passons aux prévisions météo pour la journée de jeudi avec vous, Frédéric. Une journée dans la lignée des précédentes, Patricia, avec un grand soleil toute la journée. Quelques nuages pourront s'immiscer dans le ciel en fin d'après-midi. Côté température, il fera encore très chaud, avec 26 degrés le matin et 33 l'après-midi, mais une température ressentie de 37. Pour ceux qui sont en vacances et qui opteront pour une journée plage, l'eau sera à 27. Jeudi 4 août, nous fêterons les Jean-Marie. Ainsi se referme ce journal. Demain à 19 h, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez. Nous nous quittons avec un retour sur le match d'hier entre Monaco et le PSV Eindhoven. Des photos signées Manuel Vitali. Passez une très belle soirée. À très bientôt sur Monaco Info.